Là, on a engagé une course-poursuite avec un chalutier qui a essayé de fuir parce qu'il est en train de pêcher dans une zone interdite. Mais on est en train de parvenir à le rattraper, donc on va l'appréhender. Dans le golfe de Guinée, espace maritime à l'ouest du continent africain, la criminalité fait rage. Ce secteur représente plus du quart des actes de piraterie et des vols à main armée au monde. Le Cameroun, situé au cœur de cette zone, est directement affecté. Depuis quelques années, le pays est confronté au pillage de ses ressources en poissons. De plus, ses eaux territoriales sont un axe important pour le transit de marchandises, ce qui attire de nouveaux bandits des mers. Pêche illégale, contrebande, piraterie, des menaces devenues quasi quotidiennes que la marine camerounaise combat sans relâche. Il faut rester vigilant, H24, 30 jours sur 30 et toute l'année. Qui sont les auteurs de cette délinquance aux multiples visages? Quelles sont les conséquences pour l'économie du pays et les populations? Je m'appelle Régis Kamdem, je suis journaliste. Voici mon enquête au cœur de la lutte contre la criminalité en mer. Le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique, englobe une douzaine de pays. Du Sénégal au nord, en passant par la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola au sud. C'est l'une des zones maritimes les plus dangereuses au monde. Le Cameroun est situé en plein cœur de cet espace. Et depuis quelques années, ses eaux territoriales sont devenues l'un des foyers d'une criminalité multiforme. Je décide de commencer l'enquête au port de Douala. J'ai rendez-vous avec la Marine nationale pour une patrouille en haute mer. On a beaucoup plus de moyens maintenant que par le passé. Donc on a eu l'acquisition de beaucoup de moyens nouveaux. Des moyens nouveaux, comme ce bâtiment de 60 mètres. La Marine muscle sa flotte pour mieux surveiller ses eaux territoriales. Bonjour. Bonjour. Kamdem. Enchanté. C'est le journaliste que nous attendons ici. Merci de nous recevoir. Première étape, topo sur les mesures de sécurité. Puis l'appel pour s'assurer que l'équipage est au complet. Lieutenant-coach Hugues Syriac. Je suis à bord de la CNS Sanaga, un navire de la Marine nationale camerounaise. Nous venons de sortir en patrouille, nous allons parcourir plus de 180 km de côte dans une zone particulièrement dangereuse du golfe de Guinée. La mission, traquer tout type d'infraction. Pêche illégale, piraterie en mer, contrebande de marchandises. Cap vers le nord-ouest, en direction de la péninsule de Bakassi, à la lisière du golfe de Guinée. Une région très riche en poissons, et surtout en hydrocarbures. Le golfe de Guinée abrite les plus gros gisements d'Afrique, notamment dans les eaux nigérianes. La zone est ainsi devenue l'épicentre du piratage de pétrole. La criminalité s'est peu à peu diversifiée. Trafic de drogue, d'êtres humains, avant de se propager vers d'autres pays, comme le confirme le commandant du navire. Les enjeux sont énormes. L'enjeu, c'est quoi? C'est que la faune de la fleur maritime au niveau du Cameroun sont très riches. Ce qui fait que ça attire l'appétit de beaucoup de trafic. Aujourd'hui, au Cameroun, nous notons une montée en puissance des actes de piraterie et d'autres actes illégaux qui minent l'espace maritime. Pour combattre plus efficacement cette insécurité, le Cameroun vient de réformer son dispositif. Le principe, des patrouilles composées des divers services affectés par la criminalité en mer. Ce qui explique la présence d'un fonctionnaire du ministère des Pêches, ici en violet, et d'un agent des douanes à sa droite.
C'est une grande première. Ainsi, en cas d'interpellation d'un vaisseau suspect, l'équipe peut traiter plusieurs types d'infractions en une seule fois. Un membre de l'équipage vient de signaler au commandant un navire au comportement douteux. La réaction ne se fait pas attendre. Elle est verte. Mais là, on ne devait pas demander 24 mètres. Commandant, donc, on est sur le point de faire un raisonnement. Qu'est-ce qui a attiré votre attention justement? Pourquoi on va la raisonner ce bateau là-bas? Quand on voit son intention, il veut traverser le chenal. Donc, raison pour laquelle, c'est une zone interdite de pêche. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons partir pour voir exactement de quoi il est question. Mais s'il passait de manière inoffensive, il n'y a pas de problème parce que c'est une traversée normale. Mais là, maintenant, il passe de manière offensive en train de pêcher en raclant. Et comme je vous disais tantôt, ces gens-là sont très rusés parce que ils ne sont pas des enfants de cœur. Parce qu'il y en a plein de chalutiers. On peut compter dans notre côte plus de 100 chalutiers qui pêchent de manière désordonnée. L'équipe de visite à son poste immédiatement. L'équipe de mise à l'eau de l'embarcation à son poste, l'équipe de visite. C'est le lieutenant de la marine, Nembot, qui va chapeauter la visite à bord du navire suspect. Ces hommes et lui sont armés, car l'opération peut être dangereuse. Équipe protection, donc vous allez embarquer en premier. En premier, vous embarquez, vous tenez en respect dans les membres de l'équipage. Une interpellation qui nécessite d'autant plus de prudence, car l'équipage peut tenter de déjouer notre vigilance. C'est la raison pour laquelle nous commençons par une phase d'observation. On voit déjà, et on voyait aussi un peu le comportement des membres d'équipage. Parce que parfois, il y a d'autres, surtout ils font dans le trafic de stupéfiants ou bien trafic de eau et autres. Quand ils vous voient, ils commencent à jeter les choses à l'eau. Oui. Vous avez déjà vu ça? Pas ici, mais dans notre pays, j'ai déjà vu. Oui. Ils jettent des trucs à l'eau. C'est pour ça qu'il faut toujours faire le tour. Quand ils jettent à l'eau comme ça, on part, on récupère, on prend en photo. Donc c'est très important de faire un tour d'abord du navire. Alors que les militaires donnent l'ordre de relever les filets, Le fonctionnaire des pêches vient de constater une première infraction au niveau des filets. je n'ai pas le temps de demander au docteur Eta, le fonctionnaire des pêches, de m'en dire plus sur l'anomalie des filets. Nous recevons un message nous ordonnant d'abandonner la mission. À tous, là, on va d'abord geler dans cette mission. Donc là, il a commis une infraction et vous le laissez partir. En fait, la question doit être dans ce sens. La question doit être dans ce sens, c'est-à-dire qu'on laisse partir. Non, c'est bon, non, on part. On part. Oui, on part. En fait, Bon, il a de la chance, il s'en tire bien, ce bateau en infraction, puisqu'il ne va pas y avoir de contrôle à bord. En fait, une grave infraction est en cours non loin d'ici et nous devons nous y rendre de toute urgence. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, commandant. Le fonctionnaire des pêches a constaté une infraction au niveau des filets. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu monter à bord et faire son travail alors d'inspection? Nous devons atteindre un point bien défini dans lequel il y a beaucoup de choses qui pourront se passer et il faudrait qu'on atteigne ça à un temps bien défini aussi. C'est un problème de délai, il y a des contraintes de temps. Et c'est ça qui fait également la difficulté, la complexe dans le cadre de nos missions en mer. Ce que ne veut pas avouer le commandant, c'est qu'il n'a pas suffisamment de bateaux pour quadriller les 400 km de côte camerounaise. Il est donc obligé de cibler les chalutiers qui commettent les délits les plus graves. Il s'agit de ceux qui empiètent sur les zones réservées aux pêcheurs artisanaux, ce qui est interdit. Mais la plupart des temps, vous allez voir les pêcheurs venir ici, ça les chalutiers. Là, c'est grave. Ça a une infraction alors pire, grave. La plupart des chalutiers que vous voyez, tous, s'il faut parler, ils ont tous des infractions. Cette dispute qui oppose chalutiers industriels et pêcheurs artisanaux affecte l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, avec des conséquences catastrophiques
pour leurs ressources halieutiques. Vous allez vous fatiguer. Pour en mesurer l'ampleur, je poursuis l'enquête à Limbé, au sud-ouest du Cameroun. C'est l'un des principaux ports de pêche artisanale. Limbé est une ville côtière bordée par l'océan Atlantique, réputée pour la qualité de son poisson. La pêche fait vivre une bonne partie des 90 000 habitants. Au Cameroun, le poisson est un produit alimentaire de première nécessité. Historiquement, ce sont les pêcheurs artisanaux qui assurent l'essentiel de la production nationale. Pour faire face aux besoins de la population en constante augmentation, les autorités initient une petite révolution il y a une quinzaine d'années. Favoriser la venue de chalutiers chinois de pêche industrielle. Pour protéger les artisans, les autorités créent une limite tout le long de la côte, distante de 5,6 km des terres. C'est la zone de 3000 marins, réservée à la pêche artisanale. Les chalutiers industriels n'ont pas le droit de franchir cette ligne. Ils doivent partir en haute mer. Mais comme en témoigne Philippe, le responsable du port de pêche artisanal de Limbé, la situation a vite dégénéré. La venue de ces bateaux était de la bienvenue. Donc c'était ovationné. Mais alors, il y avait le revers de la médaille. Ils venaient pêcher comment? C'est cela dont on n'avait pas vérifié. Ils venaient pêcher quoi? Et de quelle manière? La méthode dont ils ont apporté n'était pas la bonne. Et on l'a constaté plus tard. Ils avaient déjà fait de gros dégâts. Car certains industriels vont vite enfreindre la loi. Pour maximiser leurs profits, les bateaux chinois traquent les endroits où le poisson est le plus abondant. Il s'agit des aires de reproduction, situées tout près de la côte, au cœur de la zone réservée aux artisans. Rapidement, les petits pêcheurs voient l'écosystème s'appauvrir. Leurs pirogues, qui peuvent contenir jusqu'à 100 kg de poissons, sont de moins en moins remplies. La semaine dernière, tu as attrapé combien de fois du poisson? La semaine dernière, 2 fois seulement. 2 fois. Tu vois par exemple une pêche comme celle-ci. Elle ne peut être faite que 2 fois par semaine. Or, ils pêchent 6 jours sur 7. Si vous avez seulement 2 fois le poisson, ça veut dire que vous faites 4 jours n'ayant presque rien. Alors qu'avant? Avant, c'était chaque jour. Et parfois même des jours où on n'allait pas à la pêche. Où on décidait que parce qu'il y a déjà les clés sont pleines, alors là, on décidait de ne plus aller à la pêche pour laisser le temps aux femmes de pouvoir fumer le poisson et de le vendre. Ils utilisent des sonars qui leur permettent de voir les poissons à l'intérieur de l'eau. Ensuite, ils arrivent avec leurs gros filets et détruisent les nôtres au passage. Combien de fois par mois vous rencontrez ce problème avec les Chinois? 4 ou 5 fois par mois, ça dépend. On sait qu'ils sont dans le coin, alors qu'ils devraient être en haute mer. Beaucoup de nos pêcheurs, aujourd'hui, pour avoir du poisson, peuvent naviguer à des très longs kilomètres à l'approche même de l'île de Malabo pour aller chercher du poisson. Parce que les Chinois ont dépeuplé... Oui, ils ont dépeuplé toute la zone qui est de notre côté. Cette violation de leur zone réservée oblige de nombreux pêcheurs à abandonner la pêche, devenue moins rentable. L'État aussi subit des pertes financières, car les bateaux chinois vendent une partie de leur cargaison directement en mer, afin d'éviter de payer les taxes. C'est ce qu'on appelle le transbordement, une autre pratique illégale. Lorsque le bateau pêche, il doit venir accoster au bord. Après inspection de l'agent chargé à cet effet, il autorise, regardant les calibres de poissons, la vente. Et pendant la vente, on essaie de voir les statistiques en termes de tonnage de poissons. La taxe à la production est payée proportionnellement à la quantité de poissons que vous avez pêché. Quel est le montant par kilo? C'est 2 francs par kilogramme. D'accord. Donc un pêcheur de poissons reverse 2 francs par kilo pêché au ministère des Pêches. Au ministère des Pêches. 2 francs par kilogramme. Et donc quand un bateau chinois fait du transbordement, il y a un manque à gagner en recettes. Il y a un manque à gagner en recettes. Pour l'État. Oui, manque à gagner en recettes et manque en statistiques. Nous ne savons pas ce que nos eaux produisent en réalité.
D'après le ministère des Pêches, ce manque à gagner peut atteindre 20 milliards de francs CFA certaines années. Ces ventes clandestines alimentent également une véritable économie souterraine. C'est ce que me montre Philippe en me conduisant dans cette fumerie. Les Chinois y écoulent le poisson qu'ils ont pêché frauduleusement, à l'aide de filets aux mailles trop petites, ce qui est interdit. Ça, c'est une carangue. À l'âge adulte, il pèse plus de 10 kilos. Déjà ici, il n'a même pas 20 grammes. C'est interdit à la pêche, bien sûr. Ça, ce sont les espèces encore immatures. Poisson ceinture à l'état mature. Il peut mesurer 1,5 m à 2 mètres. Or, ici, là, lorsque nous avons les ceintures de petite taille, ça, c'est la destruction. Or, si le filet était sélectif, il ne capturerait que les ceintures de taille critique, ça veut dire de taille marchande. La patronne des lieux, c'est Elena. Ça fait plusieurs années qu'elle s'approvisionne auprès des Chinois. Vous l'avez acheté combien aux Chinois, ce poisson? 6 000 francs. Un sac, ça fait 20 kilos. 1 kilo acheté 6 000 francs? Et c'est une bonne affaire? On le vend à 7 000 francs et on fait 1 000 francs de bénéfices. C'est ça notre business. Finalement, ce poisson acheté sur des bateaux chinois, ça alimente un marché noir. C'est un marché illégal. Et cela n'est pas connu des autorités. Les autorités ne sont pas au courant de ce marché. C'est un marché noir. Plusieurs pêcheurs m'ont affirmé que les chalutiers chinois étaient actuellement dans les environs. Je décide donc d'aller vérifier par moi-même. À 3 h du matin, je retrouve Paul, un pêcheur de 35 ans natif de Limbé. Presque chaque nuit à la même heure, il s'en va en mer. Première étape, le hangar, afin de récupérer le moteur de sa pirogue. Paul en profite pour me montrer le genre de prise qu'il espère faire. Oula, c'est un gros poisson ça. Tu le vends combien? Celui-là, 50 000 francs. Depuis l'arrivée des bateaux industriels, ses revenus ont diminué de moitié. Marié et père de 6 enfants, Paul a parfois du mal à boucler les fins de mois. Sur la plage, nous retrouvons Tony, l'un de ses amis. La nuit passée a été très décevante et tous deux espèrent se rattraper ce soir. Cette nuit, tu espères gagner combien? J'espère au moins gagner 30 000 francs. 30 000 francs. Et toi, Paul, quel est ton objectif? J'espère gagner 100 000 francs si Dieu le veut. 100 000 francs qui serviront en partie à payer son coéquipier et les frais d'essence. Ok, I go in the middle. Like this? Yes, sit. Okay. Yeah, you sit there. Ok, donc on est au beau milieu de la nuit. Je suis avec mon ami Paul. Nous sommes au total 3 pêcheurs. C'est a priori la meilleure heure, donc on espère qu'on va faire des très bonnes prises. Et puis il est probable que dans quelques instants, on rencontre les bateaux chinois venus pêcher illégalement sur le territoire réservé aux pêcheurs artisanaux. Ça va? Bon bah bonne chance. Quelques instants plus tard, c'est la mise à l'eau d'1,5 km de filet. Une opération délicate, car il faut éviter que les mailles ne se coincent dans le moteur. Il est bientôt 6 h, donc je suis toujours avec Paul. Nous venons il y a quelque temps de lancer les filets. Nous espérons qu'ils vont bien se remplir et qu'on aura une bonne prise. Mais ça fait partie du métier de pêcheur artisanal, attendre. Attendre plusieurs heures, tout en gardant un œil sur l'horizon,
à l'affût d'un éventuel bateau industriel. Pour l'instant, on a de la chance, ils ne sont pas là. À chaque fois qu'on les croise, on sort tout de suite nos filets pour éviter qu'ils ne les détruisent. On a peur parce que lorsqu'ils les cassent, ils ne nous remboursent jamais. On n'a aucun moyen de faire pression sur eux. On ne peut pas les poursuivre avec nos pirogues. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller se plaindre à la police. Et tu as perdu combien de filets? Au moins 4 filets par an. Waouh, tout ça à cause des chalutiers chinois. Le jour se lève et toujours pas de bateau industriel en vue, ni de poissons dans les filets. Paul décide donc de les laisser encore dans l'eau et de regagner la plage. Sur le chemin du retour, un navire attire notre attention. Paul pense qu'il s'agit d'un bateau chinois. Mais à l'approche, nous distinguons 2 drapeaux africains. Je vois un drapeau nigérian et un drapeau camerounais. C'est donc une fausse alerte. Pourtant, en rebroussant chemin, nous apercevons sur l'embarcation un marin vraisemblablement chinois. Sommés de quitter les lieux, nous nous exécutons. Ils n'ont pas voulu qu'on s'approche? Non, tu sais, ce sont des militaires qui montent la garde. N'insistons pas. C'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait un Chinois sur ce bateau qui vraisemblablement bat pavillon au Nigeria ou au Cameroun. C'est étonnant. Il y a quelques mois, 4 bateaux chinois ont été arrêtés par les autorités non loin d'ici, car ils pêchaient sans permis. Paul retourne lever ses filets. En fin de journée, il m'apprendra que la pêche a été moins fructueuse que prévu. Il a gagné à peine la moitié de ce qu'il espérait. Merci Paul. Bon courage pour la suite. Merci, toi aussi. Mais la pêche illicite n'est pas la seule forme de délinquance. La région de Limbé est une zone de contrebande entre le Cameroun et le Nigeria. Pour éviter les douanes, les trafiquants chargent des marchandises dans des pirogues et longent les criques jusqu'aux côtes nigérianes. Non loin du port de pêche, je retrouve les troupes d'élite de la Copalco. Une unité créée spécialement pour lutter contre la contrebande. Il y a quelques mois, le lieutenant Mabiom et ses hommes ont effectué une saisie record de riz exporté frauduleusement. Nous avons été renseignés par la hiérarchie qu'il y a eu au niveau de Idinao, je ne dirais pas des pêcheurs, des gens qui sont en train de vouloir s'arranger à sortir de la marchandise frauduleusement du Cameroun. Donc il a été question pour nous de confirmer le renseignement. Et une fois qu'ils ont pris la mer, c'était un cas de fraude, nous avons intervenu et nous les avons raisonnés en pleine mer. Ce jour-là, l'unité d'élite a saisi 1000 sacs de riz, comme le confirme le commissaire de la marine au micro des journalistes, en présence du lieutenant Mabiom, ici à droite. Les propriétaires de la cargaison n'ont pas été en mesure, au moment de l'arraisonnement, de produire tous les documents qui justifient que cette cargaison sorte légalement du Cameroun. Chaque année, ce type d'exportation frauduleuse fait perdre aux douanes camerounaises plusieurs millions de francs CFA. En plus de la contrebande, les unités spéciales font face à une menace bien plus dangereuse. Il arrive que des pirates en provenance du Nigeria s'en prennent aux embarcations qui naviguent dans ces eaux. Dans ce cas, les troupes d'élite peuvent échanger des coups de feu avec les criminels et même engager des courses-poursuites à toute vitesse. Vous disiez avec ça, vous allez plus vite que les pirates? Avec ça, nous allons plus vite que les pirates. Pourquoi? Parce que généralement, les pirates, ils ont des embarcations avec des moteurs de 100 à 115 chevaux. Or là, nous avons du 900 chevaux, ce qui fait que même si nous avons le renseignement, 10 à 20 minutes après, nous sommes près de les rattraper avant qu'ils soient très loin. Des interventions à haut risque,
où aucune erreur n'est permise. Le lieutenant soumet donc ses hommes à un entraînement draconien. On va à combien de kilomètres heure? Là, on va à peu près à 25. Là, on est à 30 000 à peu près. On va un peu augmenter, mais en principe, on les largue à peu près à 30 à 40 nœuds. Ils vont sortir, on ne va pas les voir passer. Et c'est dangereux de sauter? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux, mais ils sont entraînés pour. C'est quoi les risques? Les risques, ils peuvent se faire mal à la colonne vertébrale. Ils peuvent même recevoir un coup avec la force de leur arme s'ils ne tiennent pas bien leur arme, quoi. Des armes spéciales, imperméables à l'eau. Malgré des patrouilles régulières et un équipement de pointe, la délinquance perdure. Parmi les premières victimes, les pêcheurs artisanaux. Est-ce que les pêcheurs, les villageois pêcheurs vous parlent des bateaux qui viennent dans leur territoire? Ah oui, régulièrement. Ils nous rendent compte parfois de personnels suspects qu'ils peuvent rencontrer sur le plan d'eau. Si même ils subissent des actes d'escroquerie en mer, ils vont venir nous dire qu'on a été abordé par telle ou telle personne, ou bien ils étaient armés, ou ils n'étaient pas, et nous ont demandé ceci. Parfois même ils arrachent leur moteur. Et ces attaques, elles surviennent à quel moment de la journée généralement? Généralement ils aiment bien opérer de nuit, surtout que les pêcheurs sortent parfois très tôt le matin, autour de 4 heures, pour commencer leur activité de pêche. Donc très tard dans la nuit, très tôt le matin. C'est le genre d'attaque qu'on va avoir. Donc vous, la nuit, vous patrouillez avec vos hommes ou vous réagissez Nous avons des périodes, nous avons tout le temps, en alerte au camp, des hommes prêts pour toute intervention, quelle qu'elle soit, au camp, tout le temps. Il y a toujours les 2 embarcations en alerte. Aux abords des côtes comme ici à Limbé, la police spéciale est donc en alerte permanente. Mais qu'en est-il en haute mer ? Retour à bord de la CNS Sanaga, le plus gros patrouilleur de la marine camerounaise. Je retrouve le commandant Blondel et ses équipes, toujours en alerte. Un bateau industriel est en train de pêcher devant nous, alors que nous sommes toujours dans la zone réservée à la pêche artisanale. Sans perdre un instant, le commandant ordonne à l'équipe de contrôle d'aller l'arraisonner. Nous ne savons pas encore que nous sommes sur le point de faire la saisie de l'année. C'est ce chalutier blanc que le commandant a sommé de s'arrêter en vain. Là, on a engagé une course-poursuite avec un chalutier qui a essayé de fuir parce qu'il est en train de pêcher dans une zone interdite. Mais on est en train de parvenir à le rattraper, donc on va l'appréhender. Le Guoji 832 n'en est pas à sa première incursion en zone interdite. Il y a quelques semaines, le docteur Eta l'avait déjà sanctionné pour les mêmes raisons. C'est un bateau chinois, je crois. J'aperçois des Chinois. Oui, je confirme. Le comble, c'est qu'on les a arrêtés il n'y a pas longtemps. C'est donc la 2e fois. Un bateau pris en flagrant délit de récidive qui n'est toujours pas décidé à obéir aux ordres. Arrête! This place. Le bateau qu'on est en train d'appréhender a tout fait pour s'éloigner de la côte parce qu'il voulait sortir de la zone interdite. Là, on est en train de la raisonner et donc l'inspection va commencer. À bord, une dizaine d'hommes dont la moitié sont chinois. Voici leur interprète qui va nous conduire auprès du capitaine. Dis-lui que c'est le patron conjoint Midef, Minipia et les douaniers. Je vais les papiers. Là, ce sont les passeports. Passeport, licence de pêche. Les fonctionnaires se répartissent les documents à contrôler. L'inventaire des infractions peut commencer. Le lieutenant explique au capitaine que le bateau est en zone interdite, comme l'indique le radar. Puis il poursuit. Déjà, en termes de tonnage, vous avez quelle quantité de poissons là dans vos caves? Une donnée essentielle,
car l'État prélève une taxe sur les quantités pêchées. La question semble créer un malaise. Je ne sais pas comment on appelle le cahier dans leur bateau. Demande juste le nombre de poissons qu'il a pour terminer, même s'il va comprendre ce qu'on veut. Je vous sens un peu agacé par quelque chose. Bon, parce qu'il fait comme s'il ne comprenait pas en fait, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant de parler avec quelqu'un comme s'il ne comprenait pas. Vous pensez que c'est une comédie de sa part? Parfois, il y en a qui le font exprès, quand ils sentent qu'ils sont pris en fait. Mais le fonctionnaire des pêches va insister en tentant une autre approche. Vous avez pêché pour combien de jours? On a déjà... On a 20 jours. 20 jours de pêche en zone interdite, c'est considérable. Impossible de savoir si ce n'est pas davantage, car le journal de bord est incomplet. Flagrant délit de pêche en zone interdite, quantité pêchée non répertoriée, et ce n'est pas tout. L'agent des douanes constate que ce navire fabriqué en Chine n'a pas l'autorisation de pénétrer au Cameroun. Et s'ils n'ont pas de documents qui justifient leur entrée au Cameroun, c'est que les navires sont en contrebande au Cameroun. D'accord. Voilà. S'ils n'ont pas le document, vous saisissez le navire? Oui, oui. L'équipe de visite vient donc de soulever 3 infractions. Un bilan qui va encore s'alourdir. Deuxième étape, on va inspecter la cargaison pour voir s'ils n'ont pas pêché des espèces interdites. Pour cela, le fonctionnaire des pêches va prélever des échantillons de la cargaison. Fais sortir un sac de poissons par hasard. Il est convaincu qu'elle contient des poissons de taille non réglementaire. Et l'inspection de la cale va lui donner raison. C'est à cause de ça, je voulais voir tout ça. Quand vous pêchez dans les zones de 3e marine, vous avez toi obligé de ramasser les petits. La cale est pleine à craquer. Butin estimé, au moins 20 tonnes de poissons. Dernière étape, l'inspection des filets. La loi camerounaise exige que la taille des mailles soit supérieure à 70 mm, afin que les petits poissons puissent s'échapper, permettant ainsi le renouvellement des ressources. Mais là encore, il y a infraction. Les mailles sont 2,5 fois trop petites. Quel est le problème? L'écartement doit être de 70 mm. Là, il n'est que de 30 mm. Voilà pourquoi il ramasse les petits poissons. C'est ce que je voulais vérifier. Ça confirme vos soupçons? Absolument. C'est la raison pour laquelle il refusait de sortir les filets de l'eau. L'opération est donc un succès, qui repose sur la coopération entre la marine, le ministère des Pêches et les douanes. Elle a permis de relever 4 infractions majeures. Pêche en zone interdite, licence inadaptée à la capture de certaines espèces, maille des filets non réglementaires et non-respect des formalités douanières permettant aux navires d'entrer au Cameroun. Prochaine étape, ramener le navire chinois à Douala pour la saisie de la cargaison. Après une nuit passée en mer, nous approchons enfin de Douala. Alors que nous sommes encore loin du port, une navette de journalistes fait déjà route vers nous. Le commandant a prévu une conférence de presse à bord de son vaisseau. Il souhaite que cette saisie record fasse la une des journaux télévisés. Il s'agit pour nous de porter secours en appui sur le plan sécuritaire pour ces administrations qui sont en train de travailler dans le cadre de la lutte des maux et des maladies qui minent notre espace maritime. Cette conférence de presse, elle a 2 objectifs. Ça permet à la marine de faire savoir au grand public qu'elle mène des actions d'envergure sur la mer et également d'envoyer un signal fort aux pêcheurs illicites en leur disant que le terrain est occupé et que s'ils continuent à contrevenir, la marine pourra les arraisonner. Ça va être un des sujets forts du JT, ça? L'un des sujets forts de cette journée. C'est même sur les titres. Le grand public camerounais, il est attentif aux opérations de la marine comme ça? Le grand public camerounais est attentif puisque il y a des jours où la population en manque de poissons. Un manque de poissons qui affecte tout le golfe de Guinée. Selon la Banque mondiale, la pêche illicite fait perdre aux États plus de 750 milliards de francs CFA chaque année. Au Cameroun, le bilan des saisies est peu reluisant.
L'an passé, la marine n'a contrôlé et sanctionné que 5 bateaux seulement, sur les 40 présents dans ses eaux territoriales. De retour au port de Douala, je cherche à obtenir des réponses. Qui sont les propriétaires du bateau récidiviste? Quelle sera leur stratégie de défense face aux autorités? Les voici, les 2 associés propriétaires du chalutier arraisonné. Le Camerounais s'appelle Eugène Noah, ici en bleu. Avec l'homme à lunettes, il dirige l'entreprise DL camerounaise de pêche industrielle. Impossible d'obtenir une réaction du partenaire chinois. Vous parlez anglais? D'accord. Vous parlez français? Difficile de croire qu'il ne parle ni anglais ni français. Sur les 4 irrégularités constatées pendant le contrôle, seule l'infraction douanière laisse planer un doute sur la culpabilité des armateurs. En interrogeant Eugène Noah, je m'aperçois que leur défense est déjà préparée. À la douane. Moi j'ai pris le temps, 3 mois avant l'arrivée de ces bateaux, j'ai écrit à la douane. S'ils n'ont pas fait leur travail, c'est leur problème. Et depuis que je fais la pêche, on n'a jamais dédouané un bateau de pêche qui est... Ça c'est l'immatriculation temporaire. Est-ce que vous voyez là? J'ai écrit à la douane. Selon lui, les douanes n'ont pas fait leur travail. Plutôt audacieux comme argument. Aura-t-il la même posture devant le fonctionnaire? D'accord, c'est monsieur Noah. D'accord, bonjour, c'est... Vous êtes armateur, vous êtes propriétaire, vous êtes... Ah d'accord. C'est nous qui... C'est moi l'officier qui était à... C'est avec vous que j'ai discuté hier. Oui. Je ne sais pas, vous avez d'autres documents? Ça c'est des documents. Vous voulez les documents? Oui. Je veux coopérer avec tous les services. Je n'ai jamais été réticent. Hier, vous avez amené ces bateaux ici. J'ai les papiers aujourd'hui. S'il y a des infractions, j'ai écrit à la douane à l'arrivée des bateaux. Si la douane n'a pas fait son travail, c'est pas moi. Je vous ai expliqué le problème. Le commandant a dit que nous allons à la base pour les auditions. Oui, vous allez... Voilà. C'est tout. Je n'ai plus rien à dire. L'armateur persiste à mettre en cause les douanes. Mais son argumentation est fragile, comme vont le démontrer les auditions. Elle se déroule dans les locaux de la base navale, située non loin de là. Dans une salle de conférence, les fonctionnaires de la marine, des pêches et des douanes énumèrent les infractions constatées suite à l'arraisonnement. Les armateurs peuvent les contester, à condition de produire les justificatifs adéquats. Le débat contradictoire se déroule à huis clos, à l'abri des regards. Au terme d'1 heure d'échange, les parties sortent enfin. L'officier de la marine qui présidait la séance nous fait savoir que l'armateur a finalement reconnu toutes les infractions. Ils ont accepté qu'ils vont transiger pour payer des amendes. Donc ils vont faire une lettre manuscrite tout à l'heure adressée au ministère des Pêches que nous voulons transiger. À partir de ce moment-là, donc, dès demain, il y aura une commission de vente aux enchères qui sera mise en place par monsieur le préfet du Vouri. Et c'est demain qu'il connaîtra le montant des pénalités? Demain, il connaîtra le montant des pénalités. Saisie et vente aux enchères de la cargaison, amende, je retrouve un armateur qui a complètement changé d'attitude et semble résigné. Bon, apparemment, vous avez accepté ce qui vous était reproché, c'est ça? Je suis partenaire. Ne parle pas, alors. Ne parle pas à l'homme? Tiens, l'associé chinois m'a dit tout à l'heure qu'il ne parlait pas français. Je dois coopérer. Je coopère avec l'administration camerounaise. Les pénalités s'élèvent à plusieurs millions de francs CFA. Mais ce n'est malheureusement pas assez dissuasif, car Eugène Noah est un récidiviste. Après avoir payé l'amende, il pourra remettre ses chalutiers à la mer. En plus d'être le premier port de pêche, Douala assure 90% des échanges extérieurs du pays. C'est aussi un important carrefour pour le commerce de la sous-région, car il dessert 2 pays enclavés, le Tchad et la République centrafricaine. Chaque jour, des porte-containers en provenance du monde entier acheminent plusieurs milliards de francs CFA de marchandises. Le gouvernement a donc confié la surveillance de cette zone stratégique aux troupes d'élite de l'armée camerounaise.
je retrouve le colonel Gabriel Touang qui dirige le bataillon d'intervention rapide de Douala. Si les hommes du colonel Touang effectuent régulièrement des exercices de tir, c'est que la menace est bien réelle. Donc là, on va où en fait et quel est l'objectif de cette patrouille? Là, nous menons une patrouille normale de sécurisation du chenal du Bouri. Le chenal du Bouri est la porte d'entrée de tous les bateaux qui accostent au niveau du port de Douala. Et lorsque la zone au niveau du quai est occupée, les bateaux stationnent ici, mouillent pendant un certain nombre de jours avant de recevoir l'autorisation d'accéder au port. Et pendant cette période, les bateaux sont essentiellement vulnérables. Vulnérables à quoi? Vulnérables aux attaques de piraterie, vulnérables aux attaques des bandits maritimes. Des bandits dont les attaques s'appuient sur l'effet de surprise et une extrême mobilité. Pour contrecarrer ce mode opératoire, le bataillon d'intervention rapide a investi dans de nouveaux moyens technologiques. Des salles de contrôle équipées de radars de surveillance installés le long des 400 km de côte. Nous arrivons dans l'une d'entre elles, située à Manoka, à une vingtaine de kilomètres de Douala. Qu'est-ce que c'est ça? Équipement radar. Nous sommes ici à l'une des salles radar des forces Birkot. C'est un moyen de surveillance qui nous permet d'avoir une vue sur le plan d'eau. À partir de cet écran, nous avons des opérateurs qui sont en place, qui sont en mesure de nous déterminer le nombre de bateaux qu'il y a dans la salle et de voir si un bateau a une attitude jugée hostile. Il y a des critères selon lesquels le bateau peut être jugé hostile ou non. À partir de ces critères, l'opérateur radio qui est là doit alerter la salle et pour que le dispositif d'intervention se mette directement en branle. Ici, au niveau des points, nous avons monté un bateau. Nous avons des bateaux. Par exemple, celui-ci, nous avons le bateau. Ce bateau, voici son nom. Et les coordonnées du bateau. Quel qu'il se transporte, les conteneurs. Et en quoi ça a facilité votre travail alors? Ça facilite notre travail, ça complète l'action des patrouilles. Nous ne pouvons pas être sur le plan d'eau 24 heures sur 24. Au moins, nous voyons le plan d'eau 24 heures sur 24. Grâce à ce dispositif, les incidents ont considérablement diminué. La dernière attaque dans la zone de Douala remonte à 2010. Le bataillon d'intervention rapide est même devenu un modèle en matière de patrouille maritime. Mais la menace subsiste, notamment au nord, près de la frontière avec le Nigeria. La zone de Bakassi, compte tenu de sa proximité avec le Nigeria, est beaucoup plus exposée au phénomène de piraterie. Au niveau du sud, plus au sud, nous avons beaucoup plus à faire au problème de trafic, illégal. N'étant pas très loin de la zone de Bakassi, il n'est donc pas exclu que les zones voisines, à savoir celle de Limbe et celle de Douala, soient effectivement affectées par le phénomène de piraterie maritime. C'est pour cela que le dispositif doit être cohérent le long de la côte pour éviter toute attaque. Le Cameroun peut-il venir à bout tout seul d'une criminalité qui ne respecte pas les frontières? De retour à la base navale du Bir, je remarque la présence d'un patrouilleur gabonais. Il s'inscrit dans la nouvelle stratégie de coopération régionale des pays du Golfe de Guinée. En raison de l'immensité de la mer à protéger, les États ont divisé l'espace en 6 zones, qui vont du Cap-Vert au nord à l'Angola au sud. Le Cameroun fait partie de la zone D avec la Guinée équatoriale, Sao Tomé-Principe et le Gabon. Objectif, organiser des patrouilles conjointes. Je retrouve le capitaine Fonkoua au centre de coordination de la zone D. Selon lui, la coopération régionale est le remède contre la piraterie. Concrètement, quels résultats vous avez obtenus? Nous avons débuté nos patrouilles
en 2009, au moment où la situation sécuritaire était totalement dégradée, en zone D particulièrement. Et depuis 2009 jusqu'à ce jour, quand on regarde les statistiques des attaques, en 2009, on avait environ 40 attaques, avec une dizaine de tués, avec plein de prises d'otages. À ce jour, on a pratiquement 0 attaque. L'arrestation du Bibiana en 2014, un célèbre bateau pirate, est l'un des symboles de l'efficacité de cette coopération régionale. Qui est un bateau que les pirates utilisaient comme bateau-mère pour pouvoir arnaquer, hijacker les tankers en mer, siphonner du carburant et les laisser partir. Sur la base d'une coopération du point de vue partage d'informations entre le Maritime Trade Information Chain qui se trouve au Ghana et le CMC, on a réussi à mettre main sur ce bateau au niveau de Kribi. Cependant, pour gagner en efficacité, les États de la zone D savent qu'ils doivent renforcer les moyens navals et humains. Dernier volet de mon enquête, la vente aux enchères de la pêche illicite. Retour au port de Douala, où la foule se presse aux abords du Guoji 832. C'est toi qui marques. C'est toi qui marques. Je retrouve le docteur Eta, le fonctionnaire du ministère des Pêches. Il supervise le déchargement du bateau pris en flagrant délit de pêche en zone interdite. Les sacs sont minutieusement comptés avant d'être chargés dans 3 camions. Le docteur Eta m'informe que l'armateur écope d'une amende de 5 millions de francs CFA, en plus de la saisie de son stock. Plus de 26 tonnes de poissons pêchés frauduleusement. Il y a quelle valeur de poisson à peu près au global là? Pour les prix normaux, ça peut être 30 millions et plus. L'armateur perd donc 30 millions de francs CFA, un préjudice bien inférieur à celui du Cameroun, car la pêche illicite entraîne une pénurie de poissons qui oblige le gouvernement à en importer pour 100 milliards de francs CFA chaque année. Le total de la cargaison, il est connu. 1362 sacs. Le chargement des camions se termine. Direction le ministère des Pêches pour la vente aux enchères du poisson saisi. À notre arrivée, l'endroit grouille déjà de monde. Avant le démarrage de la vente aux enchères, le fonctionnaire des pêches tient absolument à assister au brûlage des filets saisis. Est-ce que vous êtes fier de voir ça? Oui. Je peux dire que moi, je suis content. Que c'est le travail bien fait et c'est bien terminé. Parce qu'à la fin, on détruit les mailles des filets non conformes. Et c'est ça qui détruit notre ressource halieutique. Quand je vois le fait, je suis content. Je vais dormir tranquille aujourd'hui parce que j'ai fini le travail. Mais pendant combien de temps dormira-t-il tranquille si la loi n'alourdit pas les pénalités? C'est ce qu'ont fait le Sénégal et la Guinée équatoriale. Le Cameroun doit durcir les sanctions, comme le confirme René Saleux, délégué régional du ministère des Pêches. La loi camerounaise est à revoir. Dans les pays voisins comme la Guinée équatoriale, dans les mêmes conditions, l'amateur aurait payé au moins 30 millions comme amende, parce que le but, c'est de décourager l'opérateur à s'aventurer dans des pêches illicites. Il y a un projet de loi justement qui est en cours d'élaboration. J'ai vu ça, c'est amélioré. C'est amélioré parce que si l'infraction de 3 millions, je crois que les nouvelles lois prévoient 15 à 10 millions. La vente aux enchères a enfin commencé. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de monde? Moi, on a réussi. On a réussi. C'est un peu grâce à vous quand même. C'est grâce à moi. Les gens ils se bagarrent, il y a même des bagarres. Waouh. Heureusement, il y a les forces de l'ordre. Le gouvernement souhaite offrir à la population une forme de compensation. C'est la raison pour laquelle le poisson est vendu 30% moins cher qu'au prix normal. Pour la population, ce n'est que justice.
parce que les gens pêchent du poisson sur les larges de nos côtes sans autorisation préalable, ce qui nous pose également un préjudice énorme. Il eût été l'effort de la marine avec d'autres services compétents, on n'aurait pas eu cette aubaine. Pour aider la population, ce n'est que normal. C'est que normal. S'il y a des pêcheurs illégaux, il faut les mettre en règle. L'armateur va avoir une amende de 5 millions de francs CFA pour 26 tonnes de poissons pêchés. Qu'est-ce que vous pensez de ce montant d'amende? Oui, puisque ça lui servira de correction pour que prochainement ça ne se répète plus, puisque si les filets ne sont pas conformes et si on parvient à vider l'eau, nos enfants vont consommer quoi les jours à venir? Nous mangeons aujourd'hui, pensons au futur. Nous laissons aussi pour que ceux qui viennent le lendemain puissent aussi avoir de quoi vivre, de quoi manger. C'est ça. L'enquête touche à sa fin. Elle a révélé que le golfe de Guinée subit une criminalité à plusieurs facettes qui affecte la sécurité alimentaire, les finances publiques et le développement économique de la région. La bonne nouvelle, c'est qu'un nombre croissant de pays renforce la sécurité maritime en investissant dans des moyens techniques et logistiques et en alourdissant les sanctions. Des efforts certes louables, mais qui doivent être accentués. C'est tout l'objet de la conférence sur la sécurité maritime qui s'est tenue l'année dernière à Yaoundé. Les pays du Golfe de Guinée ont alloué 820 millions de francs CFA à l'amélioration de la coopération régionale.